Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Merci pour votre présence. Je suis Gilles Davidovitch de la Société astronomique de France et j'ai quelques chiffres à vous donner, comme cela, juste pour vous figurer l'importance de ce que nos invités ont réalisé. 1726 jours, c'est le nombre total qu'ils ont cumulé dans l'espace. 1726 jours à E7, 20 voyages, 20 décollages en Soyouz ou en navette spatiale, 20 atterrissages en Soyouz et en navette spatiale. Ils ont aussi réalisé à E7 14 EVA et sorties extravéhiculaires, 14 fois certains d'entre eux. Alors, Gennady Padalka a fait le record absolu puisque lui, il est sorti 10 fois dans l'espace. Et puis, pour terminer, 3 records. On a un record du monde, c'est Gennady Padalka lui-même, qui est la personne parmi tous les 560 astronautes qui a cumulé le plus grand nombre de jours passés dans l'espace. Il va nous en parler, puisqu'on parle du temps. Ça sera suffisant pour faire l'aller-retour vers Mars. Donc, c'est la seule personne au monde qui a passé suffisamment de temps dans l'espace pour nous dire ce que pourrait être un voyage vers Mars, pour le corps et pour l'esprit. Et puis, on a le record français, et, avec Jean-Pierre Egneré, et le record japonais également, avec Kwashi. Donc, eh bien, on peut les applaudir chaleureusement parce que, d'abord, ils viennent de tous les horizons, des États-Unis, de Russie et du Japon, en plus d'avoir des astronautes français. Vous pouvez les applaudir. Jean-François Clairvoy, 3 fois dans l'espace. Billy Bob, c'est son nom. Jean-François, tu peux t'asseoir. Merci d'être parmi nous, ça fait très plaisir. Koichi Wakata, merci beaucoup Koichi de nous rejoindre aujourd'hui. Bravo. Président de la JAXA, adjoint au président de la JAXA. Et surnommé The Man. 4 vols spatiaux. Alors après, eh bien, nous avons Cathy. Vous pouvez applaudir Cathy. Kate. Voilà, pilote. Terry, également plusieurs fois à bord de la navette spatiale américaine. Gennady Padalka, recordman absolu. Michel Tonini et Jean-Pierre Egneré, recordman français, qui eux aussi ont eu l'incroyable expérience de voler dans la station Mir ou dans la station spatiale internationale. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence. C'est un grand honneur et un grand privilège pour nous de vous recevoir aujourd'hui et de parler de vos expériences, puisque eh bien, on va parler en français. Il y a de l'interprète, mais parfois on pourra parler en anglais, puisque tout le monde est bilingue, pas en russe ou en japonais malheureusement. Mais voilà, mais je sais que Thierry parle très bien français, donc lui, pas trop bien, mais si. Alors prenez, asseyez-vous, prenez un micro. Et puis, alors, peut-être que la première question, oui, c'était pour moi, là. Vous pouvez éventuellement vous décaler, si vous voulez. Merci. Allez, la première question, peut-être pour Kay. Kay, vous avez été pilote dans l'aéronavale, pilote de chasse, et puis vous êtes aussi astronaute. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que le temps pour prendre des décisions dans l'action est le même quand on est pilote à bord d'un jet que quand on est astronaute à bord d'une navette spatiale ou de la Station spatiale internationale? Time is the same in some places and different in others. Flying an aircraft above the surface of the Earth, we can cross some time zones. But flying in space, we can cross all time zones in 90 minutes. So once you're operating, the time is the same on board the craft. And sometimes it can be slow when you're doing just normal tasks. But if there is an emergency, the response time needs to be the same, whether it's an aircraft or a spacecraft. Okay, yeah.
Alors, on va essayer de discuter tous ensemble, en fait, parce que certains d'entre vous sont pilotes. Ah, pardon. Certains d'entre vous sont pilotes, d'autres sont des scientifiques, des ingénieurs. Et évidemment, les missions ne sont pas tout à fait les mêmes. Le temps ne passe pas tout à fait de la même façon dans vos missions. Mais ce qui vous rassemble, c'est le temps dans la vie d'un astronaute. C'est-à-dire qu'il faut parfois 10-15 ans de travail avant de partir en vol. Beaucoup de préparation physique. Alors toi, Michel, tu as aussi beaucoup travaillé avec les astronautes du corps européen pour les entraîner, justement, pour les accompagner. Comment ça se passe, ces différentes étapes qui sont très très longues, puisque 10 ans avant de voler, parfois 10 ans avant pour se préparer à faire des études universitaires ou des études d'ingénieur, et puis peut-être c'est arrivé dans l'histoire, pas de vol du tout pour certains astronautes sélectionnés et entraînés, ou alors des vols très tardifs, ou alors un seul vol. Alors vous avez tous volé plusieurs fois, c'est un grand privilège évidemment, mais comment ça se passe ? Le temps passe lentement pour nous et le temps il est assez important dans la préparation puisque en moyenne chez nous Européens il y a 7 ans entre 2 vols environ. Mais le temps a passé longtemps parce que aujourd'hui nous avons Jean-Pierre Aigneret et Jean-François Clairvaux, on a été sélectionnés ensemble en 1985 il y a 35 ans. Et on a fait 2 ou 3 vols, où, vous voyez, on a fait quand même peu de vols. Et j'ai commencé l'entraînement avec Gennady Pedalkak à la Cité des Étoiles en 1986, donc il y a également 35 ans, et avec Kay Heyer quand on était à la NASA en 1995. Donc le temps a une valeur longue, et souvent les gens disent, est-ce que ça vaut le coup de passer tant de temps à s'entraîner pour des vols aussi courts ? Et je pense que l'unicité de la préparation et l'unicité de la rareté du vol sont en comparaison. Mais ce qui est plus important, c'est que quand on a été sélectionné il y a 35 ans, je pensais qu'on aurait pu avoir une réunion comme aujourd'hui avec des Russes, des Américains, des Japonais, des Français. Mais jamais à l'époque, franchement, en 85, j'aurais pas pensé qu'on aurait pu avoir une station spatiale internationale. Or, nous avons aujourd'hui démontré qu'on peut travailler ensemble avec 5 agences spatiales différentes, dont l'Europe qui a 10 pays différents, donc on est quand même une quinzaine de pays à travailler ensemble, et on essaye de mettre avec nous, bien sûr, les agences chinoises et indiennes, ça va prendre du temps, mais on aura, j'espère dans le futur, 7 agences spatiales qui travailleront dans le futur pour mettre non pas un drapeau national sur la Lune, mais un drapeau Terre sur la Lune, et de là on pourra travailler sur les projets futurs qui iront sur Mars ou sur les astéroïdes. Donc le temps a été utilisé à bon escient. Alors, on parle de Mars, c'est fantastique. Gennady, j'ai une question pour vous, qui avez fait l'équivalent cumulé d'un voyage pour aller vers Mars, rester sur place et revenir. Évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que le corps, est-ce que l'esprit d'un homme ou d'une femme très entraînée pendant 10, 15, 20 ans, selon vous, est-ce qu'il est possible d'aller sur Mars, d'en revenir, d'y travailler et de cumuler 800, 900 jours en une fois ? Ou en 2 fois, parce que finalement, rester avec la gravité martienne, ça fait une interruption dans la mission. Oh, okay, 779 days for 5 flights. It seems to me it's real. Why it's real? Thanks to my colleagues, our generation, because we contributed a lot for the future project. If, for example, 60 years ago, we didn't know what we face in space, how we can sustain radiation, weightlessness, loneliness, psychological aspect. But right now, after conducting tons of experiments, especially in medical research, now we can not only work and we live in space permanently for a long time, like my colleagues on board ISS. And it seems to me, yes, thanks to our experiments and my generation, we are ready to fly on Mars. Maybe in some decades, it's possible. Ok, bon, ben, on va suivre ça avec attention parce que je sais qu'il y a des candidats, nombreux sont les candidats pour aller sur la planète rouge, et puis d'abord on repartira sur la Lune. Alors Jean-François, toi tu as participé à dépanner une fois le télescope spatial Hubble, en tout il y a eu 5 missions de dépannage du Hubble, plus la première mission, donc 6 missions en tout pour le déposer en orbite. C'était d'ailleurs Charlie Bolden qui pilotait la navette spatiale quand on l'a mis en orbite, c'était il y a 30 ans, on fêtera les 30 ans dans quelques mois. Ici même, on va fêter les 30 ans à la Cité des Sciences et de l'Industrie.
l'industrie. C'est quand même un peu paradoxal. Le télescope spatial Hubble, il regarde dans le temps, puisque les astrophysiciens l'utilisent. Donc un astronaute travaille au service du temps, travaille au service de la connaissance. Quelle impression ça fait et qu'est-ce qu'on ressent quand on dépanne Hubble, qu'on a cette charge? On ressent la fierté de servir la science avec un grand S, parce qu'on nous explique tout ce à quoi le télescope a servi, à affiner l'âge de l'univers, à contribuer à démontrer l'existence des trous noirs, à montrer que le nombre de galaxies, juste dans l'univers observable, qui est une toute petite partie de l'univers, on sait maintenant qu'il y a de l'ordre de 40 000 milliards d'étoiles, c'est colossal. Et ça m'a donné l'idée d'ailleurs d'un télescope géant qui regarderait le reflet de la Terre sur le glacier d'une exoplanète à 2000 années-lumière, avec une très très grande résolution, en mettant des télescopes partout sur le système solaire. On a comme ça, par interférométrie optique, une très très grande résolution, et on verrait ce qui se passait sur Terre il y a 4000 ans. Mais non, télescope Hubble, c'est d'abord 13 reports de tir de ce lancement. Donc vous savez, quand vous montez dans la navette, près des collègues, on vous dit, c'est pas pour cette fois-ci, on ressort, on est comme ça, on se déshabille, et puis on recommence, et puis il fait pas beau, et puis... Bon, ça c'est un peu à cause du vol de Michel aussi, parce que sur le vol de Michel qui a précédé le nôtre, ils ont eu des courts-circuits très graves, et la NASA a voulu inspecter toutes les longueurs de câblage de toute la flotte des navettes. Ça a pris 6 mois. Mais bon, au moins on était sûr que la nôtre, elle était bien inspectée. Mais cela dit, réparer Hubble, c'est le capturer. Après, j'étais le chauffeur de mes collègues en scaphandre dehors, qui réparait le télescope. Normalement, le scaphandre, il est fait pour 6 heures de travail. Et au bout de 4h30, on demande à un collègue, à ton avis, tu es dehors depuis combien de temps? Je ne sais pas, 1 heure, 1h30. C'est-à-dire la notion du temps pendant les sorties dans l'espace, ils peuvent en parler. Ceux qui Alors sont Thierry a fait 3 sorties, il va nous en parler de la notion du temps. Et puis, Gennady aussi. Comme ça prend du temps, 6h30, 7h, et là on se demande, est-ce qu'on leur demande de rentrer ou pas? 7h30, 8h. Et lors de la première sortie dans l'espace, ils ont battu le record de durée de sortie dans le vide en scaphandre de 8h20, Wow. détaché de tout ombilical. Donc on sait que le scaphandre peut faire beaucoup plus que ce pour quoi il est prévu. Mais encore une fois, quand on est concentré sur une tâche, c'est ce qui nous caractérise dans nos métiers d'opérateurs de machines complexes. On oublie le temps, et pourtant il faut respecter. Vous savez, le temps pour nous c'est un facteur qui se traite exactement comme d'autres facteurs. Sur nos plans de vol, il y a marqué qui fait quoi, quand, et le quoi, c'est où et comment dans la checklist. Et le temps, c'est juste une des entrées dans le plan de vol. Voilà. Alors globalement, c'est minuté, toute la mission dans l'espace est minutée quasiment tout le temps, sauf pendant les temps de à repos. l'avance, mais on est formé à savoir qu'il faudra constamment adapter le plan de vol parce qu'il y a toujours des choses qui se passent non prévues. C'est ça. Alors Thierry, vous avez fait plusieurs sorties dans l'espace, justement. C'est un record que je ne veux pas. J'ai fait 6h30, 7h, ça suffit. Je n'ai pas besoin de plus de 8h. Alors c'est fatigant. Difficile. C'est très fatigant. Oui, mentalement et physiquement, c'est vraiment difficile. Il faut penser très fort chaque seconde. Il ne faut pas faire des erreurs. Et aussi, tu bouges avec les mains, comme ça, pas avec les pieds en espace. Et c'est difficile. Le scaphandre, ça pèse beaucoup sur la Terre, donc c'est juste difficile à bouger. C'est pas terrible, mais c'est un peu difficile, oui. Gennady et Thierry ont un record, le temps c'est aussi une notion de record, Bien sûr. le record de tour de la Terre en avion. Tu peux leur demander de dire 2 mots là-dessus. Ah bah oui. Alors, Récemment, il y a 2-3 mois là. Voilà. Oui, on a fait une mission, ça s'appelle One More Orbit, oui. Et c'était un record pour voler au cœur de la Terre, Ceres. Au-dessus de pôle du Nord et pôle du Sud, on a décollé en Floride, de Kennedy Space Center, et atterri là-bas aussi. C'était en honneur de le 50e anniversaire d'Apollo. Donc c'était super. On a fait un film. Et c'était quel avion? C'était un Gulfstream, un business jet. Combien de temps 46 et demi-heure. 46 heures.
46-40 minutes. Waouh. Ouais. Mais c'était bien. Gennady. Gennady nous a joints pendant une étape. C'était 3. On a dû remplir le carburant 3 fois. Et Gennady a volé pour un de ces étapes. Alors Thierry parle si bien français, il parle très bien français parce qu'il a été à l'école de l'air en France dans les accords franco-américains. Il a été pilote et il s'est entraîné et donc il a appris. Et il parle le russe. Alors ils parlent tous le russe, évidemment, en plus parce que ce sont évidemment des obligations de la coopération internationale. Là aussi, ça prend du temps, Jean-Pierre. Alors toi aussi, tu as volé plusieurs fois et puis tu as fait une sortie extravéhiculaire. Tu as écrit un livre qui m'a beaucoup plu sur justement ces impressions en fait. Et j'ai une photo, tout à l'heure j'ai sélectionné quelques photos de la Terre, une photo pour toi, tu reconnaîtras tout de suite. Dans les missions longue durée, et puis mission après mission aussi surtout, est-ce que tu toi-même ou est-ce que tes camarades, vous avez pu observer le temps qui passe sur Terre, et particulièrement en ce moment, puisque c'est très à la mode, le changement climatique, les grands incendies, les grands ouragans, toutes les cicatrices en fait des phénomènes soit anthropiques, soit naturels. Est-ce que tu as vu la Terre changer d'une mission à l'autre ou au cours de la mission, puisque quand on passe 6 mois dans l'espace, parfois, outre les saisons, il peut y avoir le temps qui passe de manière un peu cruelle? Oui, absolument. Puisqu'on parle du temps, c'est justement cette dimension du temps dont je rappelle, elle est caractérisée physiquement par les dates et par des durées. Et les deux peuvent produire des informations, enfin en tout cas dans l'espace, ont des approches complètement exotiques. Alors, par exemple, sur le même vol, sur un vol de 6 mois, évidemment, on voit 2 saisons de la Terre. Et on voit la Terre changer. Alors il faut noter, peut-être dans mon livre tu as vu que je témoignais de quelque chose que j'ai ressenti, c'est un lien en étant protégé dans le vide absolu à 28 000 km/h dans la station Mir en l'occurrence. Tu développes avec la Terre nourricière, la Terre dont on est issu et pour laquelle tout avenir qu'on peut avoir dans notre vie ne peut objectivement et de manière évidente, quand on est dans l'espace, ne peut se continuer que sur la Terre. Et on développe une relation particulière avec cette planète. Et presque une relation humaine, je dirais, parce que c'est dans cet espace complètement hostile et complètement stérile, je dirais, le noir du cosmos, le vide absolu, finalement, c'est le seul objet vivant qu'on puisse voir depuis l'orbite. Et quel objet! Et donc on voit effectivement la Terre en fonction des saisons, mais même jour après jour. On peut passer sur un vol de 6 mois, alors 6 mois c'est rien par rapport à ce qu'a fait Gennady par exemple, et il pourra témoigner de la même chose. Mais même sur un vol d'une orbite à l'autre, enfin d'un jour à l'autre, on passe plusieurs fois sur le même endroit, mais on pourrait faire la photo à chaque fois. À chaque fois, l'impression qu'on a, l'émotion qu'on a en voyant ces images de la Terre est complètement différente. Elle est chaque fois différente. C'est-à-dire qu'on sait, quand on regarde la Terre depuis l'espace, on est attiré par des centaines de particularités, d'esthétisme, de curiosité à tout moment, sachant qu'un point qu'on regarde sur Terre à un moment donné, on le rend en visibilité pendant 30 secondes et après le déplacement fait qu'on le perd de vue et on retrouve à nouveau une centaine de points d'intérêt. Et ça, ce mélange de ces images dans le temps, je disais à 28 000 km/h autour de la Terre, fait que ces images se superposent un peu comme un kaléidoscope. Et on parle souvent du Global View Effect, mais le Global View Effect, c'est simplement d'avoir en très peu de temps une vision de la Terre avec une mise en mémoire de chacune des images qui est très évanescente puisqu'elle est immédiatement remplacée par l'image qu'on voit après. Mais c'est finalement une vision très, très particulière et très vivante de la planète. Et c'est vrai que les saisons, par exemple, quand en Europe du Nord, on voit au printemps, j'en ai pu au début de l'été, puisque j'ai volé mois de février à septembre, on voit le vert apparaître sur cette terre brune ou sur les masses blanches. On est en face réellement d'un être vivant et c'est presque, je dirais, une relation d'amour, c'est peut-être un peu trop poétique, mais c'est une relation quand même d'attractivité et de complicité énorme qu'on peut avoir avec cette planète.
Et alors d'un vol à l'autre, bien sûr, mais alors là on est sur un terme écologique, on pourra aborder tout à l'heure, mais je peux témoigner qu'entre 93, mon premier vol, et 99, le second, j'ai vu une évolution des déforestations en Amazonie qui est considérable. Et le fait d'être en orbite, où on voit un gros morceau de la Terre en même temps, détruit cette impression qu'on a en tant que terrien quand on va au bord de la mer et qu'on essaie d'imaginer combien grosse est la Terre et imaginer la courbure de la Terre sur l'horizon. On a une impression d'infinité quand on pense à la grandeur de la Terre. Et là, en faisant le tour en 1h30, en envoyant une grande portion à la fois, on voit que c'est vraiment un objet fragile et fini. Et quand 15% d'une des plus grandes forêts du monde, l'Amazone, qu'on peut voir d'un seul œil, disparaît entre quelques années, donc en l'occurrence 6 ans, c'est quelque chose effectivement qui, en russe on dit strachny, qui fait peur. Alors, Kay, est-ce que l'on oublie son expérience? Est-ce que l'on oublie des sensations d'un vol à l'autre et puis peut-être 10 ans après son vol ou un certain temps après son vol? Ou est-ce qu'au contraire, des souvenirs reviennent avec des sons, des odeurs, la discussion avec des camarades qui, même quand on habite dans la Melville à Houston, eh bien, on les rencontre seulement dans la station spatiale ou à Paris, comme c'est le cas avec Terry, puisque vous êtes voisins et vous ne vous voyez que dans la station spatiale ou à Paris. Est-ce que l'on oublie les choses, ou est-ce qu'au contraire, d'un seul coup, on se remémore des situations ou des expériences? C'est vrai pour tous, hein, et puis pour Kwashi aussi après, mais Kay d'abord. Thank you so much for having us here. As you mentioned, Terry and I both live in Houston, but we're so busy. Our time is filled that we have to come all the way to Paris to see each other. But when we share the company of our fellow astronauts and cosmonauts, fellow space travelers, it does bring back the memories, because when we're doing our routine things, going about our normal day, shopping, putting gasoline in the car, things like that, it is sometimes hard to remember the fantastic experiences that we had, but when we get to share the time again with our fellow space travelers, the memories come back. Yeah. Kwashi ou Terry? Non, pardon, je dirais oui. Le premier vol, c'était difficile à m'adapter à l'espace. Donc, pour savoir bouger, j'avais mal à la tête. C'était les premières 2-3 journées, ils étaient difficiles. Mais le deuxième vol, 5 ans plus tard, c'était sans problème immédiatement. Mon cerveau se souvenait de l'espace. C'était pas un problème. Donc pour moi, la première fois un peu difficile, mais mon corps, ma tête se souvenait de l'espace. Et Kwashi alors? I had a similar experience, and your body will remember, what would be like to live in zero gravity. And for me, there was not much difference between a short flight, like a 1-week flight, and a 6-month flight that your body will remember. And so second time was much easier. And as far as time of sensation, I think there's a huge difference between the 3 crew members. When I was on board the space station with Gennady, we had 3 crew members only. And we were so busy, and we didn't have much relaxed time. That's why time went so quick. And even Einstein said that time is very relative. And if you're spending some time with somebody that you like, the time goes really quick. So if you are busy in space, time flies so quickly. And we need to be busy in flight. I think when we go to Mars, of course, when we land on the Mars, we will have a lot of things to do. But I think it's very important to keep us busy during the flight from the Earth to Mars and back. Otherwise, I think it's very difficult to maintain our mental health correctly in a long-duration flight to Mars and back.
je pense que tout le monde a compris, mais si vous n'avez pas la traduction, globalement, il faut maintenir les astronautes très occupés pendant les missions, ce qui est le cas autour de la Station spatiale internationale, où finalement il y a très très peu, et surtout quand il n'y a que 3 astronautes à bord, très très peu de temps libre. Et évidemment, ce sera encore plus vrai pour le voyage Terre-Mars et retour, où il faudra que nos astronautes s'occupent en permanence. Alors Jean-François, je vois que les astronautes ont souvent, et les pilotes de chasse aussi, ont souvent des montres un peu particulières. Je sais que toi, tu es un ingénieur et puis tu es aussi un concepteur, un créateur. Est-ce que tu peux nous parler des montres des astronautes, et notamment de ta montre, sans faire trop de publicité, mais quoique, on peut le dire quand même. Oui, c'est un outil de travail. En fait, dans les missions courtes, la référence de temps principale sur laquelle on base tout ce qu'on fait s'appelle le Mission Elapsed Time, temps écoulé depuis l'instant 0 de décollage. Et on compte le temps en jours, heures, minutes, secondes. Et il n'y a qu'une montre qui présentait cette fonction. C'était une ancienne montre d'Omega, je crois que Kay la porte là. Mais la façon de la programmer était selon un compte à rebours classique. Les montres qui sont équipées d'un compte à rebours vous demandent de rentrer une durée. Jean-Pierre l'a bien dit, il y a une différence entre les dates et le durée. Donc, un jour, j'étais un peu frustré, j'ai écrit sur le papier les spécifications de la montre idéale pour le vol spatial. Et finalement, l'Agence spatiale européenne l'a brevetée, a signé un partenariat, un accord de licence avec Omega qui l'a fait. Ils m'ont donné le choix du nom. Elle s'appelle, alors j'ai Skywalker. Voilà, c'est la montre actuelle de l'équipage qui est dans l'ISS. Donc, dans cette montre, vous avez une fonction timer qui ne vous demande pas de rentrer une quantité de temps, mais la date du T0, par exemple votre anniversaire, et spontanément, la montre calcule et indique le temps qui reste jusqu'à ou écoulé depuis la date que vous avez rentrée. Donc, pour les missions courtes, c'est une montre qui est vraiment adaptée pour avoir ce Mission Elapsed Time. Fantastique. Voilà, bravo. Et alors, du coup, est-ce qu'on regarde sa montre quand on est dans la station spatiale ou est-ce qu'il y a des horloges dans chaque expérience? Ça, parce que finalement, il y a des expériences très courtes et puis il y a des expériences longues qui prennent du temps à préparer, qui prennent du temps à manœuvrer, à utiliser. Comment ça se passe, cette notion, en fait Une des raisons aussi pour laquelle je voulais introduire dans cette montre plusieurs types d'alarmes un peu sophistiquées, c'est qu'il y a tellement d'événements qui doivent intervenir à des moments précis par rapport au temps universel ou par rapport au temps écoulé depuis le début de la mission, le Mission Elapsed Time, que les astronautes ont des alarmes, des timers avec alarmes un peu partout. Pour tout. Et donc, c'est très pratique d'avoir une alarme qui vous rappelle qu'il faut faire quelque chose à un moment précis. Et pour les sorties dans l'espace, par exemple, moi j'étais en soutien de ceux qui sont dehors. Eux, ils ne regardent jamais leur montre. C'est nous qui sommes leur montre. On leur rappelle, dans 5 minutes, tu vas passer à l'ombre. Donc, commence à mettre ton scaphandre sur position chaud. C'est-à-dire, on les aide à l'avance. Alors, je parle pour les scaphandres américains. Pour les scaphandres russes, c'est peut-être différent. Mais je vous dis, vous demandez à un astronaute qui est dehors, tu es dehors depuis combien de temps? Il va se tromper de plusieurs heures. Parce que, et donc, on perd la notion du temps. Donc votre alarme, c'est soit votre montre, si vous êtes dedans, soit vos collègues quand vous êtes dehors et qu'eux sont à l'intérieur. Alors, Michel, quelle est l'heure à bord de la station Mir? Quelle était l'heure à bord de la station Mir, l'heure et la date? Et de la même façon, quelle est l'heure actuelle à bord de la station spatiale internationale? Alors, quand c'était la station Mir, c'était l'heure du centre de contrôle du TSUP, du centre de contrôle de Moscou. Quand vous volez avec les Américains, c'est l'heure du centre de contrôle de Houston. Et puis maintenant qu'on a une station spatiale qui est commune, il a fallu qu'on trouve un temps moyen entre les deux. Alors on s'est demandé si on allait prendre le méridien qui était juste entre Houston et Moscou. Et finalement, on a pris le GMT, l'heure GMT. Donc aujourd'hui, dans la station, nous avons l'heure de Greenwich. D'accord. L'heure TU. Peut-être avec le Brexit, on peut suggérer de reprendre le méridien de Paris. Ça serait pas mal. On va envisager très sérieusement de changer. Bon, alors on fait le tour là. Notre conversation, elle dure 92 minutes. Je vais voler 2 minutes du temps parce que c'est le temps qu'il faut pour que vous fassiez le tour de la Terre. C'est précisément 92 minutes pour faire un tour complet de la Terre. En 92 minutes, on voit donc la planète
défiler littéralement sous les hublots de la cupola. Peut-être Terry, vous pouvez nous dire à quoi on pense quand on a le temps, les week-ends ou le soir ou la nuit, de regarder défiler comme ça la planète. Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Est-ce qu'on pense à la famille? Est-ce qu'on pense aux amis, à la planète là? Et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On est quand même à 400, 500 km d'altitude. Oui, le temps est vraiment déconnecté de la Terre parce que on est en espace. Pour moi, j'étais pas sur la Terre, j'étais en espace et je ne pensais pas souvent de la Terre. C'était comme quelque chose. C'était un peu bizarre pour moi parce que la première fois, j'ai réalisé que c'est la planète là-bas et je ne suis pas là. Donc, ça a changé mon façon de penser, je crois. Mais ma famille était toujours là. On peut faire des emails, même un coup de téléphone, ça marche de temps en temps. Quand les Sputnik, les satellites, sont dans la propre orientation, tu peux téléphoner. Mais pour moi, j'étais dans un système horlogerie différent en espace. C'était vraiment une façon de penser différente. Et Gennady, alors, et quand on fait 10 EVA, est-ce qu'il y a une certaine routine qui s'installe? Est-ce qu'il y a une différence entre la première EVA où on a peut-être une sensation de contempler la planète en bas? Je sais que certains astronautes, certains cosmonautes ont été époustouflés, en fait, bien qu'entraînés, époustouflés par cette impression de vide gigantesque, de marche en fait énorme. Est-ce qu'on s'habitue à cela? Est-ce qu'on a le temps aussi de regarder la Terre quand on est dehors? Yes, we have time to look at the Earth when conducting an EVA, especially on the night side. And it seems to me much more time has, for example, a rookie man or astronaut or cosmonaut who conduct EVA for the first time, because it's very stressful event, and usually for Russian, for American, for my colleagues and European astronauts, we have some time for adaptation, maybe 20, 25 minutes before getting down to the job. Because, as I mentioned, it's very stressful. But when you have several EVAs, when you're a well experienced man, of course you have time, even working, even when translating from for example, from the one work site to another work site, especially on being on the end of the SSRMS. Yes, guys, who is experiencing this? Who was translated on the end of the SSRMS? I worked the arm. Were you on the arm? Oh, yes. When being at the end of SSRMS and translating from the one work site to another work site, you have a lot of time just watching. And it's very spectacular, especially Aurora, for example. Yes, underneath, it's unbelievable, amazing. Amazing, yeah. Sûrement. Alors, Gilles, Yeah. la première chose que j'ai fait, j'ai sorti pour la première fois et j'ai lâché. Non, j'ai fait un tether. C'est comme un câble pour sécurité. la câble de sécurité, le câble D'abord, vie. j'ai fait ça. Et puis, j'ai lâché les mains pour vérifier que je ne tombe pas. La terre, je ne tombe pas, tout va bien. Et puis, j'ai continué. Mais c'était mon translation adaptation, the first thing. Alors Jean-Pierre, toi aussi tu es sorti, tu as eu ce privilège extraordinaire de sortir dans l'espace aussi. Oui, alors moi j'ai fait qu'une sortie extravéhiculaire, donc je garde. Je vais prendre une télécommande parce que vas-y, hein, je t'écoute, j'ai oublié ma télécommande. J'ai fait qu'une sortie extravéhiculaire, donc je suis resté sur la partie quand même très impressionnante du job. Et c'est vrai que c'est pas naturel. Il faut dire aussi que dans le contexte de la station Mir, on n'avait pas des contacts en permanence avec le sol, hein, uniquement quand on était au sud de la Russie. Et donc, ces sorties est en grande partie autonome, en fait. Et donc, on dépend complètement de sa sécurité. Et alors, ça commence dans un sas complètement obscur, très encombré, parce qu'en général, on a du matériel à décharger. Et donc, on se trouve dans l'obscurité. Et la première chose, moi, ma première mission, c'était d'ouvrir la porte.
Et il se trouve que la porte de mire, elle avait été endommagée pendant une certaine sortie extravéhiculaire. Et donc, au lieu de se fermer comme on voit dans les films, dans les sous-marins, là, avec un volant, il y avait effectivement un volant comme ça, mais en plus, il y avait 16 boulons à dévisser avec une clé dynamométrique. Tout ça dans le vide, dans l'obscurité, sans point d'appui, en scaphandre, gonflé, donc avec des efforts physiques importants dans l'obscurité. Et donc pendant une demi-heure, j'ai fait ma gym, là, à essayer de tourner, et on ne se rend pas bien compte comment l'effort physique qui est nécessaire pour faire ce mouvement de tourner une clé dynamométrique, et ça sur 16 boulons différents. Et je suis arrivé au bout de cet exercice. J'ouvre la porte, donc, la particularité de mire, c'est que la porte s'ouvrait vers l'extérieur. Donc il fallait se pencher à l'extérieur, dans le vide, et en voyant la terre défiler, vers l'extérieur, donc. Et là, je me souviens, on était dans une partie obscure, on était la partie obscure de la Terre, on survolait l'Afrique. Et je vois, alors, en Afrique, tout le monde a vu ces photos de la Terre prise la nuit, où on voit des parties, l'Europe, les États-Unis, très lumineux. L'Afrique, en général, il y a une petite lumière, là, par-ci, par-là. Et à ce moment-là, le sentiment m'est venu, c'était tellement stressant, quand même, je dois dire, que quand j'ai vu cette lumière, j'ai dit, tiens, là, il y a un Africain qui est dans sa case en train de regarder la télé. Bon Dieu, que j'aimerais bien être à sa place. Et là, à ce moment-là, j'ai entendu le commandant, comment c'était Afanassiev, qui était mon commandant, qui lui devait sortir derrière. Et je l'entends grommeler en russe. Et je dis, bon, mince, c'est un Français, je ne suis pas un dégonflé, je vais pas le faire attendre. Et on devait accrocher cette ligne de vie, en fait. Alors, contrairement à votre système où soit on se déplaçait avec un bras, mais en tout cas, on avait un câble déroulant. Nous, ce n'était pas des câbles déroulants, on avait 2 lignes de vie comme les alpinistes. Et bon, à chaque fois, il fallait accrocher plus loin. Et là, pour sortir, donc il faut s'imaginer la porte ouverte comme ça, et la main courante sur laquelle je devais accrocher ma ligne de vie n'était pas visible. Donc il fallait la sentir comme ça, et l'accrocher en non-visibilité, et tirer dessus pour être sûr qu'elle était bien attachée. Et c'est là, donc, comme Victor grommelait que je ne voulais pas avoir l'air d'un dégonflé, une fois que j'ai bien vérifié qu'elle est accrochée, je me suis mis à l'extérieur, et puis là, c'était parti. Et on a parlé d'aspects sur l'adaptabilité, tout à l'heure, l'adaptabilité à l'impesanteur. Ce qui est extraordinaire, c'est que, ayant passé ce premier moment quand même assez stressant, parce que toute la sécurité dépend de soi, et quand on est opérationnel, on est vraiment en mode survie quand on sait que la sécurité dépend de soi. Et une demi-heure après, en fait, je me souviens d'ailleurs, j'ai pris une photo de Victor en scaphandre avec une espèce de perche parce qu'il devait débloquer une expérience. Et j'ai pris cette photo qui me faisait penser à un chevalier du Moyen-Âge un petit peu. Et la réflexion que je me suis fait intérieurement, c'est dit, je suis bien, je suis à ma place. Et je me souviens que j'avais écrit une tribune dans le Figaro, j'avais une tribune tous les mercredis, et je disais que, voilà, on était là parce que 30 minutes après, donc, on survolait la Chine. Et là, à ce moment-là, j'ai eu vous savez, les soldats en terre cuite chinois, cette armée de soldats, c'est à ça que j'ai pensé. Et en voyant Victor en chevalier du Moyen-Âge, je me dis, oui, nous aussi, on est là, des sentinelles à la frontière de l'humanité. On était effectivement à la frontière de l'humanité, puisqu'il n'y avait pas d'humain au-delà de la position où on était. Tout simplement pour dire que l'adaptabilité à la fois psychologique et physiologique de la nature et de l'être humain, parce que là, je me sentais complètement à ma place et à la limite, j'oubliais presque que j'étais en EVA. Fantastique. Merci pour ce beau témoignage. Revenons à un autre sujet sur le temps aussi, c'est concernant les femmes. Il y a très peu de femmes astronautes. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de femmes astronautes sur la Lune, mais on parle de retour sur la Lune et on parle que la première femme astronaute irait sur la Lune. Alors évidemment, en tant que représentante de la gente féminine, est-ce que vous pouvez nous parler de ce monde en fait un peu déséquilibré, où il n'y a pas beaucoup de femmes par rapport au nombre d'hommes, donc il y a un peu plus de 560 astronautes depuis le début de l'histoire. Jean-François, je sais que toi tu comptes... 570, voilà, très peu de femmes.
Est-ce qu'on atteindra la parité qui est, selon vous, dans les années à venir pour les équipages pour la Lune et peut-être pour Mars? 65 women have flown in space. 65 femmes. The first woman to fly in space was in 1963, Valentina Tereshkova. It was 19 years before the second woman flew. A year later, the third, which was the first from the US. This long period of time was because early on, the professions that gave the required skills and experience to be selected as an astronaut were men only. And that has been changing. We have most professions are open to women now. So we do see more women attaining the skills and experiences needed to fly in space. So as we sit here right now, we have Christina Koch and Jessica Meyer on the International Space Station. And Christina will be a new record holder for women in space by the time she completes her mission in the spring of 2020. She'll have, I have to look at my notes, sorry, the number of days that she'll have in space. Well, it will be over 328 days in space when she comes back. Superbe. So the women are catching up, but space is a great place to equalize. Skills are what's most important. The gender is not important. It's the skills and experience that you bring to the crew. Alors peut-être Michel, tu peux nous en parler, des femmes aussi astronautes, et puis Jean-Pierre nous en parlera aussi, parce qu'évidemment Claudie n'est pas là, mais on connaît tous Claudie Aigneret, la première femme française dans l'espace. Est-ce que l'Agence spatiale européenne va recruter d'autres femmes et essayer de rééquilibrer un petit peu dans les années à venir? Est-ce qu'il y a un sujet posé en ces termes? Alors, à la sélection qu'on a organisée à l'ESA en 2008, il y avait 8400 candidats, dont 16% de femmes au départ. Et donc on est descendu tout doucement par les tests successifs de 8400 à 900 candidats, puis à 200, puis à 50. À la fin, nous étions 6 et nous avions une femme pour 6. On a gardé 16%. Et ce chiffre de 16% est descendu graduellement des 8400 jusqu'aux 6. Et il est vrai qu'à la fin, on m'avait quand même fait de l'appel du pied pour que je puisse avoir la parité. Et normalement, on aurait dû avoir 4 astronautes uniquement, 2 hommes et 2 femmes. Et dans les 20 derniers que nous avons interviewés, il y avait effectivement 2 femmes et 2 hommes. Et une des femmes s'est désistée au dernier moment pour des raisons personnelles. Donc on n'a pu en prendre qu'une seule. Sinon, on aurait pris 2. Donc on ne peut pas donner des critères inférieurs aux femmes qu'aux hommes, parce que le travail, d'abord, est très difficile. Il faut vraiment étudier sérieusement. L'entraînement est extrêmement long. Il y a quand même 1 an et demi d'entraînement de base, puis 1 an d'entraînement spécifique dans les différents centres d'entraînement. Puis après, il y a l'entraînement en mission, qui dure 30 mois, dans différents centres, dans 5 centres, qui est très très difficile. Donc on ne peut pas faire des critères différents pour les hommes que pour les femmes. Le problème, c'est que nous avons peu de femmes qui se présentent. C'est ça. Et je peux vous dire que dans ce métier-là, moi j'ai volé avec 2 femmes dans ma mission sur Columbia, dont une femme commandant de bord. C'était la première fois qu'une femme était commandant de bord. À la limite, c'est transparent. On ne se rend pas compte que c'est une femme ou c'est un homme. On ne va pas vraiment faire attention. Nous sommes des êtres humains et nous avons la même capacité physique, intellectuelle. Et je dirais même que les missions mixtes, pour moi, elles s'apportent plus parce que nous regardons les choses, nous, hommes, avec une certaine façon. Les femmes vont regarder la même chose avec une autre façon. Et le regard complet de l'homme et de la femme donne une vision qui est globale de n'importe quel problème. Nous avons eu des pannes pendant notre vol et on a réussi à résoudre les pannes par cet aspect d'avoir vraiment le côté homme et femme complémentaire. Oui. Jean-François. Oui, notons que dans une sélection récente de la NASA s'est forcée à sélectionner un nombre égal, 4 hommes, 4 femmes. Donc, qui étaient également compétentes, je veux dire, c'est pas. Mais donc, on a un groupe d'astronautes qui a la parité exacte à la NASA.
Alors, Claudie n'est pas là, Jean-Pierre, mais toi, tu as suivi évidemment aussi toute sa trajectoire, sans mauvais jeu de mots, parce que pour un astronaute, trajectoire, évidemment, c'était évident, mais non, toute sa trajectoire professionnelle. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autres femmes en France astronautes, donc c'est 1 sur 10, donc on est un peu en dessous de la moyenne, quoi. Alors, bon, moi, je peux faire l'interprète de Claudie, là, ce qu'elle pourrait dire, mais ce qu'elle dit souvent, c'est que dans notre sélection là, de 85, dont nous sommes 3 représentants, les sélections françaises de 1985, il y avait eu une femme, donc c'était Claudie, et on a été 7 en tout, hein, donc ça fait 6 et 1, 6 hommes, une femme. Mais en fait, à l'époque, il y avait 1500 candidats à peu près qui avaient été retenus dans la phase finale, et il y avait à peu près 10% de femmes, donc on reste à peu près dans cette proportion-là. Et tout à l'heure, Kay disait, je crois qu'il y a 65 femmes donc, qui ont volé depuis le début. Je crois qu'en tout, des humains, il doit y en avoir aux alentours de 750 à 800. Donc on est dans la même proportion. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas renverser ce quota, enfin je veux dire qu'il respecte tout à fait le nombre de candidats, on peut pas. Et là où on peut changer les choses, enfin où les femmes, si elles sont motivées, peuvent changer les choses, c'est qu'il y ait plus de femmes candidates, et à ce moment-là, il y aura sûrement plus de femmes retenues. On a un déficit aussi de femmes qui font des études scientifiques et techniques, d'ingénierie, et peut-être que la cause scientifique et opérationnelle, hein, puisque pendant une longue période, nous par exemple dans notre recrutement de 1985, il y avait moitié de pilotes d'essai et ingénieurs, et moitié de dits scientifiques. C'est un peu ambigu le terme scientifique, puisque dans le monde entier, les scientifiques, c'est à la fois les ingénieurs et les scientifiques. En France, il y a les scientifiques qui sont les chercheurs et les ingénieurs de l'autre côté. Mais donc, c'est vrai aussi que dans la proportion qui est recherchée, on cherchait des pilotes de chasse, et déjà, dans cette population, il y a des quotas qui sont en défaveur des femmes, même si les choses changent. Alors après, bien sûr, il y a toujours la discrimination positive, mais Michel en a parlé, c'est toujours délicat à la fois pour des problèmes de résultats, mais aussi pour des problèmes d'éthique au fond, parce que doit-on éliminer des très bons candidats parce qu'ils sont hommes, ça pose un problème quand même. Tout à fait. Alors, Jean-François, vas-y. Jean-Pierre ne le sait pas, mais c'est lui qui a déclenché chez moi mes premières réflexions sur le temps au quotidien. Parce qu'il y a une trentaine d'années, une fois, il lisait un bouquin sur comment optimiser la gestion de son propre temps. Je ne sais pas si tu te souviens. Et parce qu'il se posait la question intelligemment. Et en fait, c'est quelque chose à laquelle on est formé à l'entraînement. C'est gérer notre temps. Parce que parfois, comme Jean-Pierre disait, il faut être précis à la seconde près. Pour les moteurs, par exemple, 1 seconde d'erreur, c'est 8 km d'erreur. Donc il faut être précis. Parfois, on a un peu plus de marge. Et il y en a beaucoup d'entre nous, je pense, qui aimeraient bien être des spécialistes de gestion du temps, parce que parfois, on ne sait pas comment faire. Mais ça s'apprend. Hein. Et Jean-Pierre sait très bien le faire maintenant. Il pourrait être notre coach, là. Je me souviens de cette période, mais effectivement, je voulais, pour revenir, puisqu'on revient au thème du temps, je le disais tout à l'heure que le temps, c'est à la fois la durée et les dates. Et c'est vrai que dans un vol spatial, on a les deux. Et faire un vol court, un vol de 3 semaines et un vol de 6 mois, ce sont des aspects différents. Il y en a un qui gère dans la durée et l'autre qui se gère aussi. Bon, un 100 mètres, vous ne pouvez pas partir à un 100 mètres comme vous partez au marathon, sinon vous êtes dernier. Et vous ne pouvez pas non plus faire un marathon à la vitesse d'un 100 mètres, sinon vous n'arrivez pas au bout. Donc ce qui compte quand vous faites du marathon, c'est d'aller au bout, parce que si vous n'allez pas au bout, vous n'aurez pas de résultat. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et sur un vol longue durée, c'est un peu ça. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ce problème de la durée, est-ce qu'on va garder sa qualité opérationnelle ou sa qualité en tant qu'humain et individu sur un vol de 6 mois? C'est une inconnue quand on ne l'a pas fait. Et c'est quelque chose auquel la question qu'on doit se poser personnellement, parce que vous avez été envoyé là, parce que vous étiez sur Terre quand vous avez été sélectionné, un opérateur, un scientifique, humainement quelqu'un de fiable, et il vous reste à le démontrer par rapport à une expérience que vous ne connaissez pas. Et de ce point de vue-là, donc une expérience de durée, il y a une date psychologique qui est assez importante, c'est la moitié du vol. Parce qu'à la moitié du vol,
vous savez ce que vous venez faire et vous savez que ce qui vous reste à faire, c'est la même chose. Et quelque part, vous commencez à être rassuré sur le fait que vous allez pouvoir gérer tout ça. Non pas que vous allez vous échapper parce que vous en avez marre, mais simplement vous allez réussir à stabiliser, à rester l'être que vous êtes et surtout l'opérateur précis sur toute la durée. Et c'est avec ça qu'on gère l'espace. De même qu'on est en impesanteur. Sur Mir, on n'avait pas des contacts permanents, on a des programmes qui sont faits au sol et on respecte les programmes. Mais finalement, un petit peu comme des poissons dans un aquarium, on se déplace lentement, on est dans une constante de temps sur un vol spatial de longue durée qui est différente de celle qu'on a sur Terre, où on est sans arrêt en train de regarder le téléphone, l'heure, etc. Et cependant, à tout moment, on peut être percuté par un débris, par exemple. Et prenons le cas de la station Mir, qui a connu les 2 plus gros périls qu'on puisse redouter dans les stations spatiales, c'est-à-dire incendie à bord et dépressurisation. Et bien dans le cas de la dépressurisation, qui est arrivée suite à une collision avec d'un véhicule qui venait ravitailler la station, l'équipage, dans cet état, je vous disais, finalement, on est dans la durée, il n'y a pas d'urgence. Et d'un seul coup, ils ont été obligés de faire un geste extrêmement précis. Ils ont eu à peu près 30 secondes pour sécuriser le volume qui avait été dépressurisé dans des difficultés qui sont difficiles à décrire parce qu'il y a beaucoup de conduites, de câbles qui passent par ces écoutilles qu'il fallait donc couper à la main, etc. En 30 secondes, ils ont perdu presque la moitié de la pression à bord de la station. Donc il y a toujours cette ambiguïté où sur un vol longue durée, finalement on a du temps, on n'est pas comme sur un avion de chasse où effectivement il faut prendre chaque seconde des décisions et on n'a que quelques secondes pour prendre la bonne, à tel point d'ailleurs qu'en général quand on a pris une décision c'est très mauvais d'en changer même si on voit qu'on s'est légèrement trompé parce qu'on n'a plus le temps de revenir en arrière. Et donc, on n'est pas du tout dans ce contexte dans un vol spatial, et pourtant, à tout moment, il faut se préparer à agir rapidement. Et c'est ça, je dirais, la plus grande difficulté de gestion du temps dans l'espace. Koichi, alors. Yes, as far as time management, the time difference between Jean-Pierre reminded me the difference between a short flight and long flight. Of course, a short flight, the 1 week or 2 weeks, you are trained so well, and you can just keep going without any break. And we didn't have much time to talk, from the space shuttle space station with the family. But what made a huge difference is for a long flight, more than a month or 6 months, it's very important to have your conversation with your family and friends from space because if it's a short flight, like you're going to a foreign trip, overseas, a business trip for a week, you can just do it without even break. But it's important to have your conversation with your friends and family if you're staying a long time. So in terms of time, I think from the space station, we can talk to the family. Like we can just communicate like this, right? Because there's no time lag between our conversation. But when we go beyond low Earth orbit to Mars, we have to manage this silence time between our conversation. We cannot communicate like that between Mars and Earth. 20 minutes. So, yeah, this is a totally different, communication. We probably just need to text or send a video message. That's about it. That's very different from our normal life so far we have experienced as human beings. So this time management of silence is probably a challenge in the Mars missions. Jean-François. Koichi landed Koichi a atterri ce matin, à 4 heures du matin, en venant du Japon. Mais moi, ce que j'aimerais demander à Koichi, maintenant, il est le directeur général pour l'agence spatiale japonaise de tous les programmes de vols habités, exploration habitée et du programme de station spatiale. Moi, j'aimerais savoir si son expérience d'astronaute le sert à gérer le temps dans son travail de businessman d'aujourd'hui. Well, it's a challenge, but Billy Bob and I were in the same class of 1992. I learned a lot from him. How to train to be a good astronaut. I was the youngest in the class of 1992, so I was given a pacifier. You know what the pacifier is for babies? That says remove before flight,
and I was able to get rid of that the pacifier to fly in space. So I learned a lot from Jean-Francois, and Gennady was my commander, and I learned a lot from him and how to manage the team together on a long duration space flight. And so I learned a lot from my colleagues all of here, and I'm just glad to be part of it. And so international program takes longer time maybe to prepare, but once we committed ourselves to go on a program, it's very solid, and we can go further and more solid. So I'm just happy to be here with all of you. Thank Merci you. beaucoup. And Koichi has been the only Japanese to command the space station. Tout à fait. He's been Absolument remarquable. Et alors, Gennady, est-ce que dans les vols de longue durée, voire de très longue durée, est-ce que ça arrive parfois que l'on s'ennuie? Est-ce qu'on peut être nostalgique de la Terre, de ses odeurs, des steppes, de la Grande Russie, des forêts, des mousses? Parce que tous les astronautes disent qu'il y a une odeur différente. Évidemment, ce n'est pas du tout la même atmosphère dans une station spatiale, dans la Station spatiale internationale ou dans la station Mir. C'est peut-être un peu plus artificiel, même si c'est un vaisseau spatial, une petite Terre reconstituée. Est-ce que l'on s'ennuie en fait de la Terre? Okay, I got a question. I wouldn't like that life in space is so boring, but honestly speaking, space flight, it's not only romantic. For example, we are not sitting and looking through the window, oh, it's a beautiful planet. Or we are not only conduct some very interesting science experiments. In space, there are a lot of routine and tedious job. Unload cargo spacecraft, load with trash, prepare food ration, a lot of maintenance, clean space station. And from my experience, I launched with a great pleasure in space. I entered space station with great pleasure. I worked with enthusiasm. And with the same degree of pleasure, I leave space station and return to the back. Thierry? Quand j'étais là-bas avec Gennady, une journée, je volais entre les stations et j'ai entendu des oiseaux. Et c'était Misha Cornier là-bas, il faisait l'entraînement sportif. Et j'ai dit, Misha, il y a un oiseau là-bas avec toi? Et il a rigolé, non, non, non. Les psychologues russes ont envoyé les sons de la Terre. Et c'était super pour moi, c'était vraiment, j'ai oublié. Un plaisir. Les vagues, la plage, les oiseaux, quoi. Et il y avait un week-end, on a fait la pluie tout le week-end. Pour tous les laptops, c'était le son de pluie. Et pour samedi, c'était bien, mais pour dimanche, on s'en fout. C'était gênant. mais vraiment, les sons, je n'ai pas réalisé que c'était si fort pour moi, pour écouter ça. Mais ça t'est arrivé de t'ennuyer? Did you, Non, bored sometime? est-ce que les sons me L'ennui, manquaient? ouais. Prends-le. Je ne m'ennuyais jamais. J'étais là-bas pendant 200 journées et j'étais vraiment occupé. Alors, 16 levées de soleil et 16 couchers de soleil par jour. Jean-François, ça inspire quoi quand même? En fait, je ne sais pas si c'est la même expérience pour mes collègues, mais voir 32 fois le soleil ou se lever par jour terrestre de 24 heures, je ne l'ai jamais relié au temps. Je ne me suis jamais dit, mais la journée passe très vite. C'est comme un spectacle, et on sait que ça va arriver parce qu'on travaille à la montre, au temps universel ou au temps mission elapsed time. C'est juste un spectacle. Par contre, je pense à deux choses spécifiques dans notre métier d'astronaute qu'on fait à l'inverse d'activité au sol. Quand vous voyagez d'est en ouest, vous vous adaptez au décalage horaire à l'arrivée. Dans notre cas, on se prépare au fuseau horaire de notre mission avant le vol. Je n'ai pas de chance, dans mes 3 vols, j'ai été décalé entre 9 et 12 heures par rapport à l'heure de Houston. Donc la semaine de quarantaine qui précède le décollage
a entre autres pour objectif de nous préparer à nous caler au fuseau horaire qui sera pendant la mission. Par exemple, une mission de ravitaillement de la station russe Mir, il faut qu'on soit réveillé en même temps qu'eux pour pouvoir travailler ensemble. Donc on se décale. Et l'autre exemple, c'est quand vous faites de la plongée sous-marine assez profonde, vous faites les paliers au retour. Dans le cas des sorties dans l'espace, où l'astronaute est soumis à une pression plus faible dans le scaphandre que celle qu'il a dans sa cabine, il doit réaliser des paliers de décompression avant de sortir. Et c'est très long, ça. C'est 4 heures si on part d'une pression atmosphérique standard. C'est seulement 1 heure si on a déjà réduit plusieurs jours à l'avance la pression de base de toute la cabine. Mais ils peuvent en parler, mes collègues. Alors, justement, Kouachi, parce que vous en avez fait des sorties extravéhiculaires, comment ça veut dire que tout le monde à l'intérieur de la station change sa respiration en fait et l'air à bord pour préparer les EVA des camarades qui vont sortir? No, in the space station, only the astronauts who go out, they will wear the space suit, and in the airlock only, we change the pressure of the atmosphere. Like when we are on the space shuttle, whenever we did spacewalks, we had to reduce the total pressure of the space shuttle. The entire space shuttle will go down from 14.7 psi to 10.2 psi, so that we can avoid this decompression sickness. But the current space station will allow us to stay in the 1 atmosphere. Only a certain portion, the airlock portion, will go down the pressure. For how long you camp out inside the airlock? The lower pressure? Inside the space station, inside Le the micro. airlock for the camp out, how long it is? So there are different methods for camp out overnight for 12 hours or so. But these days, we do prior to spacewalk, we do exercise. Like Terry did, right? So for about 1 hour of a small exercise. So with that, the amount of time that they reduce the pressure is about for 1 hour or so? Yeah. Something like that. 1 and 2 hours. So it's very limited now. It's more benign as far as the pressurization. Ok, alors j'ai un quiz pour vous, parce que je sais que les astronautes, et surtout les astronautes russes, avec leurs camarades français, ont comme petit jeu à bord de retrouver exactement en fait, la localisation des endroits qu'ils survolent, et ce n'est pas toujours facile. Jean-François, est-ce que tu peux nous dire, je vous ai préparé quelques photos, hein, et il y en a quelques-unes aussi pour Jean-Pierre qui lui rappelleront quelques souvenirs. Est-ce que tu peux nous dire où c'est? Je suis jaloux de mes amis parce que ça, c'est mon fantasme d'astronaute, c'est apprendre la Terre par cœur. Eh bien oui. Mais... Alors qui? Alors allez, parmi vous 7, est-ce que... Parce que moi je suis géographe, c'est facile pour moi. Ah, c'est sur Terre. C'est la Terre, oui. C'est pas Mars, vous êtes d'accord? C'est pas facile, hein? C'est pas Vénus. C'est les couleurs de Vénus, mais c'est pas Vénus. Non. Suivante. Ah, je suis content quand même. Eh bien, c'était le... Pardon? Non, c'est le Nil. C'est le Nil blanc au Sud-Soudan. Et c'est en couleur réelle. Allez, vous voyez, là, c'est à côté du Nil, entre les deux Nils d'ailleurs. C'est spectaculaire, cette mosaïque-là au Soudan, hein, parce que c'est des champs immenses et qui sont de couleurs différentes selon leur niveau de jachère ou de culte. C'est magnifique. Alors on remonte le temps aussi depuis l'espace, parce que vous voyez, c'est pour ça que j'ai figuré cette image-là. Cette photographie, donc c'est entre les deux Nils, entre le Nil blanc et le Nil bleu, et elle représente en fait ce qu'on a appelé le projet Gézira, c'est-à-dire l'irrigation du désert pour fabriquer ces portions de champs. Alors, autre endroit, toujours sur Terre, évidemment. Jean-François, est-ce que tu... C'est dur, hein, je ne vous ai pas mis des photos faciles. Hein. Sahara. C'est Sahara, c'est Sahara. Ah ouais, on est au Tchad, exactement. On n'est pas très loin de la Libye. Les frontières ce sont des lacs. Ce sont des lacs en train de disparaître progressivement dans le temps. Voilà, tout à fait. On est à côté de la Libye, on est au Tchad. Alors celle-là, elle est pas facile, mais non,
c'est pas en Russie. C'est le reflet du soleil. C'est le reflet du soleil au milieu, exactement. C'est le reflet du soleil au milieu de l'image. Et non, c'est pas l'Amazone, pas le Congo. C'est pas au Bengale. Alors on se rapproche, c'est le Brahmapoutre, l'un des derniers fleuves complètement sauvages, avec l'Himalaya tout en haut et quelques incendies malheureusement, puisque ça défriche aussi. Et dans l'Inde, c'est l'Inde, on voit des nuages, on voit un peu de neige en bas à droite, et c'est le Brahmapoutre qui méandre. On voit le chevelu de son tracé, un des derniers fleuves sauvages. Alors là, Gennady, là, je pense qu'il va pouvoir, c'est proche de son pays. Vous avez vu? On voit peut-être la datcha de Gennady pas loin d'ici. Non, c'est le Dniepr, c'est entre l'Ukraine et la Biélorussie. C'est pas en Russie exactement. C'est à une centaine de kilomètres de Kiev. Depuis la Station spatiale internationale, on peut voir que la Terre est absolument somptueuse. Et là, évidemment, c'est en plein hiver, au cœur de l'hiver biélorusse. Non. Non. Non plus. C'est toujours Kiev. C'est toujours l'Ukraine, le Dniepr. Et vous voyez que depuis la station spatiale, on aperçoit au centre de l'image, par exemple, le grand stade olympique de la ville. Tu peux mettre les prochaines images un peu plus agrandies. Ah ben non. L'idée, c'est de... Enfin voilà, donc quelques images qui vous rappellent sûrement de beaux souvenirs. Là, on est dans le Danube, en Roumanie. Quasiment à l'embouchure du Danube. Je ne vous ai pas mis des photos faciles. C'est joli. Alors, est-ce que vous avez envie de retourner dans l'espace? Est-ce que vous auriez envie d'aller sur la Lune? Ou est-ce que finalement c'était une... Absolutely. Traveling in space is a fantastic experience. I wish more people would have the opportunity. But looking at these pictures reminds me that that is one of the most special things about flying in space is looking back at our beautiful Earth. But you have to remember, we've all got experience only 400 kilometers above the Earth. And it makes me think about the need for standardizing time came from when train travel was expanding across continents. We had to standardize our time and came up with time zones and such. And in low Earth orbit, we're not that far from the Earth. We stay with the standardized time of being hours, days, based on the rotation of the Earth. But it makes me wonder about time when our spacecraft change, and our spacecraft will go to another planet. And as Koichi mentioned, it will be 20 minutes that it takes from the time that we send a communication till it's received. 20 more minutes to respond. For the response to get back. Are we going to have to change our time when we travel to other planets and our spacecraft take us that much further and potentially that much faster? Thierry, vous auriez envie de retourner dans l'espace? J'étais content, mais après parler avec mes amis, maintenant je veux retourner, oui. C'est vrai? Non, c'est les histoires, tout ça, les photos, c'est bien. Non, quand j'ai atterri sur la Terre après ma mission, je pensais que ça serait difficile et je m'inquiétais un petit peu. Mais après 24 heures après l'atterrissage, j'étais à Houston avec mon fils et il a reçu son permis de conduire quand j'étais en espace. Et il a dit, papa, allons, je vais faire des achats je vais chercher une voiture. Et c'était à ce moment que j'ai réalisé que je suis sur la Terre et je suis content là. Et l'espace était super. Mais maintenant, sur la Terre, il y a beaucoup de choses à faire et je suis content d'être retourné. Mais après parler avec mes amis, ça serait bien pour quelques semaines. Un lever de lune ou un lever de terre depuis la Lune. La Lune aussi, oui. C'est pas impossible, hein?
ça sera, on verra, mais j'espère que ça sera possible dans les années Je vous ai prochaines. mis une petite photo de l'Amérique du Nord, la frontière entre les... aux États-Unis, hein, à gauche, ce sont les grandes plaines du Nord, du Midwest, et puis à droite, juste pour vous montrer une peinture de Nicolas de Staël, la Terre peut parfois prendre des aspects un peu étonnants. Et Gennady, après autant de voyages dans l'espace, est-ce que vous auriez envie d'y retourner? Est-ce que vous seriez prêt à retourner une fois encore autour de la Terre ou peut-être plus loin vers la Lune? Ou est-ce qu'on est rassasié? Oh, it's enough, and I would like to return as well, but as a matter of fact, our profession is affected by the age, and unfortunately, my dream in the future just to see the first step on the Mars. Yes, that's my biggest dream right now. It would be incredible for me to see human being and walking on the Mars. It's incredible because I remember in 60s, I don't remember the first flight in space, but I remember the first walk. I remember the first step on the moon. It was an incredible event, and I was inspired, and it seems to me my colleagues as well. But I would like to watch the same in reference to Mars as well. Michel? Alors, quand j'étais à la NASA, j'ai eu la chance de m'entraîner avec John Glenn, comme Jean-François. On a vu John Glenn qui s'entraînait, qui avait 77 ans. Il a revolé dans l'espace à 77 ans. Et vous savez que l'entraînement d'un vol, c'est peut-être plus dur que le vol. Donc je me dis que si lui, il a réussi à le faire, nous, en faisant un petit peu attention à notre santé, en faisant attention au cholestérol et en mangeant un peu moins des restaurants comme Ducasse de temps en temps, eh bien, on peut très bien arriver à avoir une bonne santé pour voler dans l'espace. Donc j'ai encore un petit peu quelques années pour pouvoir prétendre à revoler. Et bien sûr que je pense que tous ceux qui ont été dans l'espace, les 500 et quelques, ont tous pesé et ont tous eu la même envie de repartir dans l'espace. Donc je crois que c'est un sentiment qui est partagé de façon uniforme. Jean-Pierre? Moi, je serais bien allé sur la Lune. En fait, ça m'aurait bien plu, ça. C'est surtout qu'il faut 3 jours pour aller sur la Lune. Je suis plus vieux que Gennady, donc Mars, c'est trop loin, c'est 6 mois. Mais 3 jours pour aller sur la Lune, 3 jours là-bas, 3 jours revenir, ça se fait dans un week-end de Pâques, ça. Non, sérieusement, comme dit Michel, Non, mais c'est vrai que c'est l'aventure aussi, c'est l'aventure, la conquête. Et quand on a fait un vol spatial, on a envie de faire mieux après. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup. J'aurais bien été commande de bord Hermès, par exemple. Mais cet avion ne s'est pas fait. Et donc, la Lune représente vraiment aujourd'hui un objectif accessible et important, une étape importante en tout cas pour aller plus loin. Mais je crois qu'il faut préciser aussi aujourd'hui que quand on parle d'espace, on parle de temps, mais pour les distances, on parle d'années-lumière. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré toutes les choses merveilleuses qu'on fait dans l'espace, le développement de ces technologies, qui sont des outils probablement essentiels pour l'avenir et l'avenir de l'humanité sur Terre, il faut quand même dire clairement qu'il n'y a pas d'avenir pour la vie en dehors de la Terre. Et donc la priorité numéro 1, quand même, c'est de... tout en s'appuyant sur les technologies spatiales qui apportent des assistances, des connaissances extraordinaires, il faut absolument en premier lieu prendre soin de la Terre, parce que le premier petit point qu'on voit quand on est en orbite, en dehors de la Terre, d'abord on n'a absolument pas d'assurance qu'il y a une vie possible, on a même toutes les assurances possibles qu'il n'y a pas de vie possible, et pour y aller, ça se compte en années-lumière. Donc il faut garder ça bien en tête. La Terre, d'abord la priorité de protéger la Terre. Jean-François, à toi alors. Et toi, je sais que tu es un infatigable aventurier, Non, mais explorateur. bon, j'ai dit, j'aimerais bien voler suffisamment de temps pour apprendre la Terre par cœur, comme Gennady. J'aimerais bien voler avec mon ami de promotion Koichi, parce que de la même promo. Et puis, j'aimerais bien vivre ce qu'ont vécu ceux qui sont allés vers la Lune. Parce que souvent, on associe le temps qui, entre guillemets, passe, on sait qu'en sciences de la physique, le temps ne passe pas, mais on associe à la scène qui défile. Quand on est en orbite et qu'on voit la Terre qui tourne devant nous, en fait, c'est nous qui tournons, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, dont le temps. Mais quand vous éloignez suffisamment de la Terre
à une distance telle que vous ne ressentez pas visuellement que vous vous éloignez. Au départ, si on s'éloigne, la Terre diminue, puisqu'elle s'éloigne. Mais il y a une distance à laquelle l'angle solide ne change plus. Et donc, il y a une certaine période de trajet entre la Terre et la Lune où visuellement, ni la Terre s'éloigne, ni la Lune se rapproche, vous êtes trop loin. Et donc, vous pouvez vous sentir suspendu au milieu de nulle part dans l'espace, à l'arrêt, y compris à l'arrêt du temps. Et les astronautes d'Apollo l'ont vécu. Oui. Être à un moment donné dans un coin où tout semble immuable autour d'eux, alors qu'ils voyagent à 10 km ou 11 km par seconde. Ça, j'aimerais le vivre. J'aimerais vivre cette suspension, cette impression de suspension du temps due à l'impression d'être suspendu physiquement dans l'espace. Koichi? Yes, yeah, I'm ready to go, and I go to the gym every day, actually, and I would like to fly with all of these people here. And it's already 50 years since humanity stepped on the moon surface, and so far for this 50 years, almost 50 years, we have not been back there. So what's important is the sustainability. I would like to fly in space, but I also like to have more and more people involved in the space exploration, more people going to Mars and the moon and Mars. And also, as Jean-François was talking about, the technology of the watch, and those are terrestrial technologies. So what is important is the participation of the private sectors that exist on the surface of the Earth to enable us to go to the moon and Mars more in a sustainable manner. So without having more participation of all of the people and also the industry that were considered non-space industries in the past, the involvement of those people, of those industries, will allow us to go to the moon and Mars more in a sustainable manner, so that we don't have to spend 50 years before we go back to a certain new planet. Merci beaucoup. J'ai encore, alors on a juste quelques secondes pour terminer, mais j'avais une photo vraiment qui me tenait à cœur à vous faire partager. Alors c'est pas celle-là, celle-là est magnifique aussi, c'est le liman du Dniestre en Ukraine. Mais attendez, ça va venir. Ici, c'est en Sardaigne. C'est une photo, ça c'est le Mont Saint-Michel, c'est en France. Ici, nous sommes à Dieppe. Ici, à La Rochelle. Alors voilà, on avance, je suis désolé de passer ces photos, et comme l'heure arrive, l'heure de nous quitter arrive, j'avais une photo magnifique à montrer à Jean-Pierre, qui aura le mot de la fin. Vous voyez comme la Terre est belle, j'imagine que ça rappelle des souvenirs à nos astronautes. C'est pas celle-là, ça c'est San Francisco et le Golden Gate. Au passage, d'ailleurs, vous voyez que la traînée du tanker a fait plus de 10 km de long après son passage. Hein. Dans le sillon, c'est 10 km. Alors, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Encore quelques instants. Ça, ce sont des mines en Mauritanie. Hop. 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 Voilà, on y arrive. Un petit bateau au bout de la flèche, là, c'est un bateau qui est dans la mer déchaînée. On y arrive, voilà. Hop. Ça, c'est Kourou. Ça, c'est le Vésuve et Pompéi. Le Piton de la Fournaise. J'en avais pris un peu trop, des photos. Le Mont Blanc. Ah. Quelques aéroports. Et puis, voilà. Hop, je reviens en arrière. Le fleuve Betsiboka, si tu veux avoir le mot de la fin, Jean-Pierre, pour nous, ça c'est ta photo. C'est ta photo, c'est toi qui as fait cette photo. Donc le fleuve Betsiboka qui est à Madagascar. J'aimerais que tu nous commentes cette photo et la photo suivante qui est aussi à Betsiboka, prise par Thomas Pesquet. Mais revenons sur ta photo à toi, parce que on la trouve tous très très belle, elle est extraordinaire et peut-être c'est le mot de la fin, si tu veux bien. En fait, ça m'a rappelé, à l'école primaire, on avait
placates, comment on dit, des grandes images qu'on mettait sur le tableau, qui étaient pédagogiques, hein, et en particulier celle sur le corps humain, et le sang bleu et le sang rouge. On voyait comment les deux se raccordaient. Et donc, ce qu'on voit là, en fait, c'est le fleuve Betsiboka sur la côte ouest de Madagascar. Et la partie rouge, en fait, c'est la latérite qui dégringole des montagnes qui ont été complètement sauvagement déboisées. Et donc, c'est toute la terre fertile de Madagascar qui s'écoule ainsi dans la mer et qui donne un rebond à cette allégorie sur le sang rouge et le sang bleu. En fait, c'est le sang de la terre de Madagascar qui s'écoule dans la mer. Et c'est un drame écologique, en fait. Voilà, ce n'est pas une note très positive, mais c'est une note très réaliste. Je voudrais que vous applaudissiez nos astronautes. Merci beaucoup pour votre visite. Merci pour votre témoignage. Je sais que vous continuez à témoigner régulièrement dans des conférences. Vous continuez à faire le tour du monde en avion ou en train ou par d'autres modes de locomotion. Merci infiniment. Et puis au plaisir de vous retrouver très bientôt. Et merci Gilles de nous avoir fait espérer qu'on revolera peut-être un jour. Merci à vous. Alors, on peut prendre des questions dans la salle. Chouette. Ah, vous avez des micros extraordinaires. Alors, voilà, prenons le temps des questions. Mademoiselle, au premier rang. Alors, en fait, j'avais 2 questions. Déjà, vous avez, parce que moi aussi, je voudrais aller sur Mars. Vous avez fait quoi comme études? Jean-François. Dans le corps des astronautes professionnels, on a des astronautes issus d'un très large éventail de professions. Ça va des pilotes, plongeurs, sous-mariniers, par les ingénieurs en électronique technique et tous les métiers scientifiques, chimistes, biologistes, vétérinaires, vulcanologues, océanographes, astrophysiciens, physiciens nucléaires. Ça reste avec des maths, mais il y a un panel très large de professions. Donc là, on a des pilotes, des ingénieurs, des scientifiques représentés. Donc tu as le choix. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. 12 ans. Tu es vraiment la meilleure habillée aujourd'hui, avec le pullover. Ah oui, parce que tu as un beau sweatshirt NASA, hein? Ouais. Magnifique. Kay, comment on peut encourager les jeunes filles à poursuivre leurs rêves et aller sur Mars? Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour s'assurer, pour maximiser et vivre son rêve? It's very important to learn. It's very important to learn what you enjoy doing. Because if you try to force yourself to do a whole course of study that you don't enjoy at all, then you probably won't be very good at it either. Now, occasionally there will be one class or one subject you do have to take because we need a well-balanced background. Most importantly, as mentioned, is the science and the math, but you also need the other subjects as well. But as you study, it will become obvious to you what you enjoy the most and try to pursue that because, as mentioned, we need various types of skills and experience. So if you do what you enjoy, I believe that you'll find that it will fit into space exploration. Les premiers équipages vers Mars seront probablement composés d'astronautes qui ont plusieurs spécialités, à la fois scientifiques et pilotes et médecins, médecins et ingénieurs. Voilà, il faut bien travailler à l'école, ça c'est une certitude. Il faut faire du sport, il faut apprendre à parler plein de langues dès ton plus jeune âge. Et puis voilà, et puis pas regarder des jeux vidéo un peu idiots. Une autre question. Et aussi, j'avais préparé des photos s'ils pouvaient les signer. Ah ben, tu as l'air très sage, tu vas pouvoir faire des photos dédicacées juste après. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Madame. Oui, alors juste une question sur le temps. On voit souvent dans les images de retour des astronautes ou des cosmonautes sur Terre qu'ils sont fatigués. On est souvent obligé de les porter. Je voulais savoir s'il existe une relation, une espèce d'équation entre la durée passée dans l'espace et le temps de réadaptation sur Terre.
Ah, bonne question, ça. Terry. J'étais vraiment fatigué. Kay et moi, nous avons volé ensemble et la journée après l'atterrissage sur la Terre, j'ai dormi pendant 13 et demi heures. J'ai pas fait ça puisque j'étais bébé, mais j'étais vraiment fatigué. Mais ça, l'adaptage à la Terre, pour moi, ça est arrivé vraiment rapidement. La première journée après le vol de longue durée, la première journée, j'avais le vertige. C'est-à-dire, je pouvais marcher, mais c'était dur. La deuxième journée, un petit mieux. Et après une semaine, NASA fait un test pour le vertige. Et j'ai fait mieux après une semaine que j'avais fait avant le vol. Et c'était vraiment étonnant. Mais pour moi, c'était la première journée difficile, la deuxième un peu moins. Et après 3-4 journées, c'était pas mal. Alors, Gennady, on a dit tout à l'heure que le corps s'habituait entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième vol, il y a une mémoire du corps. Donc la question de monsieur, est-ce que quand on se réhabitue plus vite au troisième, au quatrième, au cinquième, ou pas du tout? Est-ce que c'est pareil? Yes, of course, but we have an official rule. How many days you spend in space, so many days you should spend on the ground to be completely rehabilitated. But the very sharp period takes about maybe some days, 2-3 days, maybe maximum week. And then it's okay. But really, 6 months in space, 6 months on the ground. Only after this period, yes, it's allowed it for us to get new medical commission and be assigned again in the crew. C'est pour ça que sur Mars, il faudra rester probablement un petit peu de temps pour pouvoir aussi se réhabituer à une gravité. Toi, tu fais des vols en 0G, mais tu simules aussi des vols lunaires. C'est une simulation. On recrée le champ gravitationnel. Pardon. Oui. Tu recrées une gravité lunaire et parfois des gravités martiennes aussi dans l'Airbus que vous pilotez chez Novespace. Donc sur Mars, on n'aura pas le choix. Il vaudra mieux rester quand même au sol pour se réhabituer. C'est une question, parce qu'il n'y aura personne pour accueillir les astronautes qui se poseront sur Mars. Mais il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, et ceux qui ont fait des vols de longue durée, c'est le sport. Moi, j'essaie de m'imaginer si j'étais obligé de consacrer entre 2 heures et 2 heures et demie de sport tous les jours, 7 jours sur 7, pendant 6 mois. Je n'ai pas réussi à m'imaginer le faire, mais eux l'ont fait. On peut leur demander leur avis parce que, imaginez, sur les vols de longue durée, on impose aux astronautes 2 heures minimum d'activité physique tous les jours. Alors, il y en a qui sont très assidus, donc d'autres parfois qui disent, bon, allez, une journée, c'est pas grave, mais... For me, exercise was some sort of like a relaxation because I really like, running. And so 2 hours every day in space. I don't need to be worried about the experiments. I don't need to be worried about the maintenance when I was doing exercise. So for me, it was really like a psychological support. But for some people who might not like exercise very much, it could be a burden. So I think the key is maybe the young lady there, you might like to be enjoying your exercise, and that will help for your long flight to Mars. Voilà, il faut faire beaucoup de sport, il faut aimer faire du sport. Y a-t-il d'autres questions? J'avais une question, c'était par rapport au niveau des sensations quand on revient sur Terre, pas forcément au niveau physiologique ou scientifique, mais plus au niveau vraiment du sentiment qu'on a quand on remet les 2 pieds sur Terre, on retourne à un temps terrestre. Qu'est-ce que ça fait? Qui veut répondre? La satisfaction du job accompli. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti à chaque fois. On a eu la pression sur les épaules en continu sans vraiment s'en rendre compte, mais au moment où on donne les clés de la navette aux mécaniciens de piste, enfin je prends une image, et qu'on n'a plus rien à faire. On n'a plus d'objectif, d'expérience scientifique. Et on est content de l'avoir fait avec succès. Ça, c'est le niveau de fierté et de satisfaction, c'est un ressenti qui est important. Bien, il nous faut nous quitter. On serait resté très longtemps avec nos amis astronautes à parler du temps qui passe dans l'espace. On a de la chance, on reste ensemble encore.
Et en plus, voilà, eux, ils restent ensemble entre eux. Je vous demande de les applaudir une dernière fois. Et bravo, bravo à vous. Merci. Vous êtes des pionniers. Et merci beaucoup pour votre temps. Vous pouvez vous lever pour faire la photo, une photo tous ensemble. Merci, merci infiniment et à très bientôt. Oh.